Bonjour et bonsoir à vous tous qui êtes branchés sur nos différentes antennes pour suivre ces plateaux spéciaux. Je suis Africa Mujinga. Nous sommes là dans le cadre de la campagne de dissémination des textes et des lois favorables à l'entrepreneuriat féminin. Cette campagne du programme d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, pas d'un PME, qui est mise en œuvre à ONIFAM et grâce justement au bailleur de fonds, la Banque mondiale. Nous avons été à Matadi, dans la province du Congo central, pour vous parler de l'entrepreneuriat féminin. Nous avons également été à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, et aussi à Goma, dans la province du Nord Kivu, les villes où sont mises en œuvre cette campagne de dissémination. Et aujourd'hui, nous clôturons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Vous n'avez qu'à voir mon fond. Il s'agit de l'espace échangère, qui veut dire simplement que nous sommes à Kinshasa, capitale de la RDC. Kinshasa, nous avons parlé avec les différentes parties prenantes. Nous avons été avec Afeako, Madame Betty Moulanga nous a parlé des différentes structures. Elle nous a parlé également de l'entrepreneuriat féminin, comment ça marche, les difficultés rencontrées par toutes ces femmes qui évoluent dans l'informel, qui tiennent aussi à quitter ces stades d'informel pour aller formaliser leurs activités. Nous avons été également avec Madame Eliane Moukeni, qui est la vice-présidente de la Fédération des entreprises du Congo, la FEC, ici en République démocratique du Congo. Avec elle, nous avons parlé, nous avons épinglé également le code du travail et aussi les codes des familles, et pourquoi pas les violences sexuelles faites en milieu entrepreneurial. Nous avons été également avec Madame Janine Mabunda, qui est également élue députée nationale de la République démocratique du Congo. Elle fut la présidente de la Chambre haute du Parlement, c'est-à-dire de l'Assemblée nationale. Elle fut également ministre de portefeuille. Cette femme brave qui nous a parlé de l'entrepreneuriat féminin en République démocratique du Congo, des avancées qui sont là, mises ensemble pour permettre à la femme congolaise de s'épanouir. Surtout cette femme entrepreneur qui évolue également dans l'informel, qui doit quitter l'informel pour formaliser ses activités et des garanties qu'il y a lorsqu'on est formalisé. Nous avons également parlé des violences faites en milieu entrepreneurial. Madame Janine Mabunda a épinglé pas mal de sujets. Surtout, nous sommes restés dans nos 5 messages de la campagne de dissémination des textes et des lois favorables à l'entrepreneuriat féminin. Pour ce faire, nous allons commencer avec Betty Moulanga, oyo a expliqué biso bien à Manioli, nalinga la pona ba mama nyonso bayoka, o azoteka pilipili, azoteka mungu, azoteka fufu, biso banso ba etozali na informel, totika na nzela informel, to formaliser ba activité na biso to la. Dans la carte, il y a campagne de dissémination Oyo, biso tozali partenaire na ONU-FAM. Donc rôle na biso justement ezali na côté à plaidoyer parce que campagne ezali na ba volet misato. Ezali na volet à plaidoyer, ezali na volet à dissémination et puis ezali na volet à communication. Biso sikoyo tozi côté à plaidoyer. Donc comme ezali déjà musala na biso à plaidoyer, alors musato osala awa to organiser ba atelier d'abord, to na ba réunion, il y a consultant, il y a ba réunion consultant, il y a consultance, auto ko sangisa ba maboke, il y a basi, il y a mimbongo. Ba mama zandu, ba mama ya ba bureau, ba mama moi si azali ka na domaine entrepreneurial, to ko sala paquet ba groupement, to ko sala ba atelier, ba réunion, ba échange pour nato zoa ba texte ya loi to ba sujet o dérangeaka ba maman na kati ya mombongo to ba sujet ba maman balingi to lobela mingi to beta sete na o ezali ya faveur en faveur ya mwasi mais mwasi ayebite nyonso na ndesko to kosangisa ba sujet wana après eto kosisa musala wana ya kosangisa to kosala to kotiango na kati ya sako to bengi argumentaire ezali donc document o to kosala otokozwa ba élément nyonso wana totia na kati argumentaire wana tosali memo à partir ya memo wana ndesko tokomona ba autorité ba décideur
provinciaux, nationaux, na niveau nyonso, pour na kolobela ba sujet oyo biso tokozwa. Nde na kati ya programme na biso toza na 1 an. Dezo banda lelo ti le 31 mai ya année prochaine. Na kati ya ba méthode na biso toza pe na tosala marche ya kotambola na mboka pona kolakisa ke ba maman entrepreneur ba telemi, baza na besoin ba texte ya loi ezala respecter, baza na besoin ba texte ya loi ezala vulgariser po bazoteka, baza na ba droit, ba droit na bango te. Baza pe na ba devoir, ba devoir na bango te. Donc tozo kata barrière wana ezalaka entre biso na bakonzi. Donc tokosala ba marche, tokosala sit-in na parlement kuna komemaka memo na biso wana pona kolakisa bango eloko biso tolingi pona tozali na ba droit. En tout cas ba loi, ba texte ya loi ezali belé na faveur na biso, mais toza na kati ya ignorance. Et puis à part ba marche wana tokosala conférence débat o tokosolaso na bakonzi. Donc musala eza munene nde kosenga ba réunion ebele, ba télé, ba consultance. Voilà notre travail. Tokoloba maman bazali na informel que rôle na biso justement na kati ya consortium na biso ezali pe kolongola ba maman na informel. Na ndenge tokopesa mateya kolakisa na maman avantage ya kozala na entreprise légale, kozala na mikanda. Parce que muto aza na mikanda aza protégé, entreprise na ezali protégé, même en cas de décès, parce que to ça ba même en cas de décès à papa nde ba wele ba boto la biloko. So quand entreprise na ezali na mikanda na yo, jamais ba koloba kembongo wana ezali ya famille ezali ya nini. Alors tokosenga ba maman balonga na informel, mais faut ba ya ba poussana vers biso, mais biso musana biso ezali ko poussana vers bango. Donc kolonga na informel parce que nyonso na tokotia na mikanda, mais mikanda ne feza na kombo. Kombo so boti mwana feza na kombo, yo boti mwana zaka l'enfant. Non, soko le baza mwasi to mobile, mais faut pesa e kombo. RPC kombo feza na âge. RPC âge feza na adresse. Donc atozo teka mapa na coin, et si ko teka na coin na ezali adresse, eza na kombo, eza na numéro, yo mo pe moteka oza na kombo. Donc c'est ça kolonga na informel, ko tia na mikanda ata mombongo ezali ya 1000 francs, mais mombongo à 1000 francs l'état ebi yango. Ayebi pe koza pe mukie akotungisa pe na ba taxe te ba embêtement te parce que kozali mukie mazana besoin enregistrer yo pour lobby au profiter na ba opportunité nyonso. Donc tokosenga ma ba bazana informel ba poussa na vers biso pe to poussa na vers bango pona kopesa bango ba information pona biso nyonso to tele maloko mwasi moko. Et tozo ganga na bakonzi koloba ke toza besoin ba respecter ba droit na biso ba tuna pe biso bino parce que bo respecter pe ya biso, est-ce que boza na mikanda to la sabango oui toza na mikanda, mais to sengi boye wana moni ke to travailler bien. Makasi na niveau nyonso banda madame waza na bureau, femme entrepreneur ya bureau kitati partout to banana violence aliboso, violence conjugale et utina na ndako. Parce qu'avant maman ya na mumbongo na utina na violence na ye na ndako to na ba violence conjugale. Et si kapé mezali na ite eza terrain to kolo belango penza te mais to pesi kaka idée. Violence bandi na ndako et ko kena libanda na milieu ya misala ba maman bazoteka wana. Ko kima na ba bassin chaque jour. Ko perdre ba kwanga na bango ba makemba na bango ba nyatara eza fait violence. Il est vrai que bazali na place appropriée pour bazana balabala et l'état wana pe ba maman pe on tozo sape musala ya côté ya, mais en même temps il faut to ba kozo pe en compte violence wana na niveau nyonso, même femme chef d'entreprise ceux qui ont réussir aux AP makasi. Quand l'homme te regarde, mon balo azali na sens sa masculinité positive à ko apprécier bongo na yo. Mais oui, il y a des valeurs, il y a des mwasi oyo auti ndenge ni c'est kazu na facilité par mobile. Ils ont déjà violence. Donc effort il y a mwasi to compétence il y a mwasi ezana no kaka bitumba. Ils ont penda chemin ya moulaï, mais donc violence ezana ba angle nyos. Dans cette campagne, CAFCO a essentiellement le rôle de disséminer. Et pourquoi CAFCO a ce rôle-là? Sur base
de notre base, nous pouvons aller vraiment jusqu'au plus bas de l'échelon, pas en termes de valeur, mais en termes de population de la ville de Kinshasa. Et c'est pourquoi nous avons bénéficié de ce financement pour aussi la capacité que nous avons déjà montrée à disséminer des lois telles que le Code de la famille, telles que la loi électorale, telles que la loi sur la santé de la reproduction. Donc nous avons déjà prouvé les capacités que nous avons d'informer, d'instruire la base sur ce qui est prévu du point de vue légal. Ça, c'est un volet. L'autre volet, c'est que nous avons l'esprit d'analyse. Dans les membres de CAFCO, nous avons beaucoup de juristes qui peuvent en même temps voir dans les lois ce qui est favorable à la femme et ce qui lui est défavorable et porter un plaidoyer pour que nous puissions faire le mieux possible pour l'amélioration de la situation de la femme en général et le cas échéant de la femme dans le secteur de l'entrepreneuriat. D'abord, du fait que les femmes n'ont pas facilement accès au financement, qui peuvent donner une valeur ajoutée à leurs activités. Du fait de la multiplication, justement, des lois, nous voulons apprendre aux femmes qu'il y a un guichet unique qui leur permet de pouvoir accéder à la meilleure information et aux meilleures possibilités pour ouvrir leur business, leur entreprise à la compétition. Et en plus, nous pensons que la femme doit pouvoir se positionner par rapport aux enjeux actuels. C'est vrai, comme dans tous les autres pays en voie de développement, c'est la femme qui soutient l'économie familiale de manière générale. Et donc, on voudrait cette reconnaissance de ce travail qui est fait par les femmes. Parce que tant qu'on ne le reconnaît pas, on ne peut pas donner aux femmes les capacités qu'elles ont. On ne peut pas les reconnaître dans le produit intérieur brut, alors qu'elles font un grand travail pour l'amélioration de l'état des choses. Donc, CAFCO a un grand rôle à jouer. CAFCO travaille en étroite collaboration avec l'Assemblée nationale, avec les institutions, les ministères. Nous travaillons beaucoup avec le ministère du genre, avec le ministère du Travail, Prévoyance sociale, vous voyez d'ailleurs là où on est logé, l'agriculture, l'environnement. Donc avec tous ces ministères, c'est à titre exemplatif que je les cite, avec tous ces ministères, il y a moyen d'établir des partenariats pour faciliter le travail aux femmes. Évidemment, nous travaillons avec le ministère de la Justice qui peut aider les femmes à avoir les documents nécessaires pour leur compétition sur le marché, non seulement quinoa, mais avec la zone de libre-échange. On voudrait que les femmes entrepreneurs congolaises se professionnalisent et soient compétitives. Donc on ne veut pas qu'on continue à aller acheter. On voudrait vraiment que maintenant la femme congolaise puisse aussi aller vendre ses produits, puisse aussi, pourquoi pas, monter des entreprises pour pouvoir mettre en avant les produits qui sont les nôtres. En fait, quand il y a une loi, tout le monde est censé connaître la loi. Et donc, c'est un instrument. Comme on dit toujours, les textes de loi sont autant de moyens pour la femme de faire son plaidoyer, même dans son propre ménage. Et de pouvoir, le cas échéant, se faire défendre par rapport à cette loi qui régit tout le monde. Ce n'est pas une loi pour les femmes, c'est une loi pour les Congolais. Quand on dit que la femme n'a plus besoin de l'autorisation maritale pour monter son entreprise, ce n'est pas pour casser les ménages, mais c'est pour donner à la femme les capacités qu'il lui faut devant la loi, devant la nation, pour avancer dans son travail. Parce que c'était assez éprouvant, une femme qui vous dit « moi j'ai toujours voulu faire ceci, mais à chaque fois mon mari refuse ». Ou même, c'est pire quand on vous dit que c'est la belle famille qui s'oppose. Donc là, la femme a un instrument pour dire « non, j'ai le droit
je ne fais rien de mal. Au contraire, ma contribution aide le pays à avancer, aide la communauté à avancer, aide la famille à avancer. Donc elle a cet instrument-là pour dire non, je peux. Et progressivement, nous voyons qu'elle se lance sans être obligée de divorcer ou sans attendre le décès d'un mari. Mais les femmes avancent. CAFCO est dans la légalité. Tout ce qui relève des lois, vous allez trouver CAFCO debout pour défendre. Donc il n'y a rien qui va se faire dans le cadre de cette dissémination qui serait en dehors de ce que le pays prévoit comme instrument, comme loi, comme mesure d'exécution d'une loi. Donc il n'y a rien qui va se faire en dehors de la loi. Bon, nous avons quelques grandes activités. Par exemple, nous allons utiliser le branding de bus sur lesquels nous allons inscrire les messages en espérant que tout le monde pourra avoir l'avantage de lire au moins un message. Nous avons les cliniques mobiles qui vont être là pour renforcer les capacités des femmes dans ce qui concerne les instruments juridiques, ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, leur faciliter l'ouverture par exemple de possibilités de lancer une entreprise, donc avec le guichet unique, avec la FEC, avec toutes les structures qui travaillent en fait dans ce secteur-là. Donc nous allons le faire aussi. Ce qui rejoint la question que vous avez posée précédemment, nous allons travailler avec les leaders religieux. Vous savez que c'est un gros frein à l'avancée des femmes. Nous allons travailler avec les chefs coutumiers. Nous allons travailler avec les leaders politiques. Les élections arrivent. Nous pensons que dans le cadre peut-être d'autres projets, CAFCO travaille avec les chefs, les autorités morales des partis politiques. Et nous espérons d'eux qu'ils puissent intégrer des dispositions qui puissent faciliter les choses aux femmes. Dans leur projet de société, nous pensons qu'avec les messages qu'on va leur donner, il y aura des lignes pour dire, moi si je passe président de la République, voilà ce que je vais faire pour l'entrepreneuriat féminin. Donc c'est dans ce sens-là. Les chefs religieux, on aimerait les emmener à comprendre le contexte actuel, économique, social et tout ça. Ce n'est plus comme à l'époque où on disait la femme peut rester à la maison, l'homme va ramener, mais si l'homme n'est pas capable de ramener, ça nous emmène les troupeaux d'enfants de la rue, ça nous emmène les filles avec des grossesses précoces, avec des mariages précoces. Donc tout ça, c'est dans une même logique qui se tient. On ne peut pas ne pas travailler sur ces éléments-là et penser que la femme va progresser en termes de promotion, protection. Donc nous allons travailler aussi avec les leaders coutumiers. Dans d'autres pays, le PIB est calculé aussi sur base de ce que les femmes font. Dans notre pays, il s'agit d'abord de faire la structuration de tous les secteurs. Je prends pour exemple les vendeurs de pain. Les vendeuses de pain même, on devrait dire, c'est presque un métier féminin ici. Quand vous prenez sur la ville de Kinshasa, ce sont des femmes qui vendent du pain. Vous savez combien ça rapporte aux usines de panification? Imaginez que ces mamans-là fassent la grève un jour. Même si économiquement, en ce moment, on sait que le blé est difficile à avoir et tout. Mais ces femmes jouent un rôle important dans l'économie de ce pays. Si nous ne prenons que ce secteur-là. Vous allez au beach, Ngobila par exemple. Les femmes qui importent les pagnes que nous portons toutes. Vous savez ce que c'est comme contribution à l'économie du pays? Vous allez dans le secteur minier. Dans le secteur minier, dans l'informel, c'est presque essentiellement des femmes que vous trouvez. Si on formalise ce secteur-là, vous voyez un peu ce que ça peut rapporter. Tout ce qui est formalisé a un coût et rapporte au pays.
Et donc, nous pensons que la prise en compte de l'entrepreneuriat féminin, la structuration de cet entrepreneuriat peut aider le pays à gagner des points en termes de calcul de PIB, en termes de calcul de la diminution de la pauvreté dans le pays, en termes de calcul de plusieurs éléments. Donc c'est sur base de ça qu'on peut avancer. Autrement, c'est un peu compliqué, quoi. C'est un peu compliqué. Vous avez compris, vous avez certainement aimé les différentes plaidoyers qui plaident en faveur de toutes ces femmes entrepreneurs qui évoluent aussi dans l'informel, qui doivent quitter les secteurs informels pour formaliser leurs activités. Place à présent à Madame Moukeni qui nous a parlé aussi de l'entrepreneuriat féminin. Elle est vice-présidente de la Fédération des entreprises du Congo. Suivez. La première chose, l'État doit d'abord encadrer la femme entrepreneur. Si la femme entrepreneur quitte, ne veut pas formaliser, c'est parce qu'elle a peur de la fiscalité. C'est parce qu'elle a peur des tracasseries. C'est parce qu'elle n'a pas la formation qu'il faut. C'est parce qu'elle n'a pas le moyen qu'il faut. Et j'aime donner le moyen en dernier lieu. Parce qu'on a vu les cas des femmes entrepreneurs qui avaient de l'argent, mais qui n'ont pas su évoluer comme il faut. C'est parce qu'ils commencent bien son entreprise, mais il y a plusieurs tracasseries et plusieurs freins, plusieurs obstacles qui font qu'à un moment donné, elle abandonne. Donc pour moi, comme j'avais dit lors de notre conférence avec ONU Femmes, la première chose, il faut d'abord organiser qu'il y ait un texte, c'est comme dans d'autres pays, et un budget dédié à l'entrepreneuriat féminin. C'est vrai que la Banque mondiale est en train de faire des efforts, mais malheureusement, les efforts se font de manière pas organisée, c'est pas canalisé. Chacun vient avec un projet. Là, par exemple, c'est ONU Femmes, et puis la Banque mondiale, et puis le programme PADM-PME. Donc, il y a tout le monde. Donc, je pense que d'abord, c'est l'organisation, la prise en charge de l'entrepreneuriat de femmes et de jeunes par le gouvernement. Par prise en charge, je voudrais dire, il faut qu'il y ait une politique, il faut qu'il y ait une loi, il faut qu'il y ait un texte juridique clair qui explique l'entrepreneuriat. Ensuite, le Parlement doit voter un budget irrelatif. Sinon, s'il n'y a pas de budget, les textes sont là au Congo, il y a plusieurs textes très bien écrits. Mais malheureusement, la mise en application ne suit pas. Ça, c'est la première. La deuxième chose, il faut protéger, le commerce des étrangers. La loi sur le petit commerce, c'est ça qui fait fuir les femmes. Parce qu'aujourd'hui, si la femme a un budget, par exemple, de 1 000 $, elle organise pour faire l'élevage de poissons, l'élevage de poules, mais un étranger, sans vouloir citer les noms, qui vient, qui a eu un financement dans son pays, qui est encadré dans son pays, où la communauté ici lui donne de l'argent, cette femme entrepreneur ne peut pas faire face déjà à cet étranger. Voilà pourquoi il faut protéger la loi sur le petit commerce. Or, protéger la loi sur le petit commerce, ça ne suffit pas. Il faudra aussi, c'est comme un parent qui dit à l'enfant, je ne veux pas que tu demandes l'argent à l'étranger, aux étrangers par exemple, Et l'enfant va dire, oui, mais qu'est-ce que je fais si j'ai besoin d'argent? Et si le parent n'est pas capable de subvenir aux besoins de son enfant, l'enfant est abandonné à lui-même et à ce moment-là, il fait n'importe quoi. C'est comme ça, déjà, je peux vous répondre de manière succincte. En fait, cette question, à chaque fois que j'encadre les femmes, et comme je suis coach en entreprise, et je demande aux dames de faire très attention. La nature nous a créés déjà différemment, l'homme et la femme.
Et nous connaissons tous la religion, mais je ne suis pas pasteur, je ne maîtrise pas autant la Bible qu'un exégète. Mais l'homme a un pouvoir naturel qu'on lui a donné, qui est différent de nôtre. Nous avons, la femme a un pouvoir propre à elle. Mais pour que les choses fonctionnent, les deux doivent aller ensemble. Moi, je recommande toujours aux dames de harmoniser toujours. Et là, je m'adresse aux femmes mariées. Parce que cette loi-là pose de problèmes auprès des femmes mariées. Les femmes célibataires, elle est libre. Elle peut faire ce qu'elle veut, elle peut prendre sa décision. Et je dis toujours aux femmes, nous devons savoir ce que nous voulons. Lorsque vous voulez vous marier, la première chose, c'est de trouver un homme qui peut vous accompagner. Si vous avez l'homme, il vous a épousé, et au moment du mariage, vous n'êtes pas mis d'accord, mais vous avez des ambitions, ce qui est tout à fait normal, surtout les jeunes d'aujourd'hui. Elle veut être cadre dans une entreprise, elle veut créer son entreprise, elle veut être indépendante. C'est là où le problème commence. Et si vous ne vous mettez pas d'accord, la loi, les textes sont là. Mais aujourd'hui, les taux de divorce est très élevé. Parce que, tel que les jeunes nous disent, non, au départ, l'homme est d'accord, mais quand tu commences à prendre du succès, le problème commence. C'est vrai, je ne peux pas dire que c'est faux. Moi-même, je suis mariée depuis 46 ans. C'est vrai que les débuts, c'est toujours différent. L'homme a son ego. Et dès lors que tu commences à gagner plus que lui, tu commences à être beaucoup plus visible, ça commence à poser le problème. Mais en général, nous on dit, ah, ça vient de l'homme. Non, ça vient de nous deux. Parce que nous-mêmes, lorsque tu étais assis d'habitude dans un petit banc, et aujourd'hui tu as pris de la hauteur, tu commences à regarder le mari comme ça, moi je connais aucun homme au monde qui acceptera cela. Aucun, même le mien, il n'acceptera pas. Donc c'est là où je demande qu'il y ait tout le temps des mises à jour. Déjà, entre la relation que vous avez entre mari et femme, et par rapport à la loi. Parce que la loi est claire, la loi vous dit ne faites pas ça. Mais la loi ne vous oblige pas à vous marier. C'est vous qui prenez la décision de vous marier, mais les textes sont là. L'homme, la même chose. Lorsque vous allez épouser une femme, sachez que cette loi-là existe. Mais demain, tu ne peux pas commencer à prendre des réactions différemment parce que tu dis non, la loi a dit ceci, mais moi je dis non. Là, à ce moment-là, la femme t'amène en justice, tu as de problèmes. Maintenant, par rapport à nos coutumes, aujourd'hui, plusieurs années après, il ne nous revient pas d'échanger brusquement nos us et coutumes. Et c'est là où interviennent les chefs coutumiers. C'est ce que moi j'ai dit au moment où quand nous allons, parce que dans le cadre de mon travail de la FEC, j'ai eu affaire, je le dis souvent, c'est les gens qui vont m'écouter disent oui c'est vrai c'est son refrain et c'est avec plaisir que j'ai eu à faire 3 fois le tour de la RDC. À l'époque on avait 11 provinces et c'est ces jours-là que j'ai appris à aimer mon pays. C'est ces jours-là que j'ai compris la réalité. C'est ces jours-là que je me suis dit tiens la RDC ce n'est pas Kinshasa. Et quand vous êtes chef, vous devez aller chercher d'abord voir la réalité du pays. Et pour ce qui concerne les femmes, on est arrivé à certains milieux ruraux où vous sentez l'hostilité. Mais ce que nous on faisait, on allait d'abord vers les chefs coutumiers. On présentait nos civilités. Et il y a des endroits où on vous dit, oui, ne venez pas entêter nos femmes. Hein? On vous dit déjà clairement. Et nous, on dit aux femmes non. Si nous voulons gagner notre combat, on ne doit pas se battre. On va comprendre, on doit d'abord comprendre pourquoi cette coutume. Il y a des endroits où on vous dit, mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? C'est la nature. Est-ce qu'on doit se battre à ce moment-là? Non. Mais il faudra maintenant, là je reviens encore vers le gouvernement pour dire, il faut qu'il y ait des campagnes auprès des hommes. Il faut vulgariser l'importance ou le rôle de la femme dans le monde. Même en milieu rural, on sait que c'est la femme qui tient le ménage. Mais alors, il faut montrer aux hommes, regarde, votre épouse, on la compare avec celle qui ne fait rien, qui ne travaille pas, qui ne prend pas des décisions, qui ne vous accompagne pas, qui ne vous conseille pas. Est-ce que vous pensez que c'est bien? Laissez à votre femme la possibilité de travailler. Et donc, on va voir aujourd'hui, à l'époque, le chômage est très élevé. Mais regarde les couples où la femme travaille, l'homme travaille. En tout cas, ils ne vont pas mourir de faim.
Ils ont un budget, ils s'organisent. Mais c'est vrai que l'homme, quand la jalousie monte, il oublie tout simplement. Et voilà pourquoi j'ai dit en résumé, la loi est là. J'aime beaucoup la loi. La loi c'est un garde-fou. Ça nous protège. Mais l'intérieur, nous devons gérer l'homme et la femme. Par rapport à cette question, je vous dirais que l'État a un rôle très important à jouer. Tout le texte, il n'y a pas seulement le texte concernant le code de la famille. Parce qu'il y a des textes qui existent, mais qui ne sont pas vulgarisés ou très mal vulgarisés. Mais pour revenir au texte, à la loi sur le code de la famille, qui parle précisément, l'article qui parle de l'autorisation maritale, ce qu'il y a à faire, c'est de demander d'abord faire comprendre comment on les appelle, les officiers de l'état civil. Ils doivent connaître la loi. Ils doivent connaître cette loi et bien l'interpréter, parce que souvent, quand je suis dans de mariage, vous entendez, ils parlent le code de la famille, mais la façon dont ils interprètent souvent la loi, ce n'est pas ça. Ils doivent interpréter avec des exemples. Mais pour qu'ils interprètent très bien la loi, il faudra qu'eux-mêmes soient formés. Il faut que ça soit une formation continue. Et pendant le mariage, insister sur cet article de l'autorisation maritale. Disons, par exemple, monsieur, vous venez épouser cette femme. Est-ce que vous vous êtes mis d'accord sur l'aspect du travail? Et mettre aussi, parce que nous signons tous des contrats, hein, et même ajouter un article que l'homme doit signer, qui soit clairement dit que moi, tel, j'autorise ma femme à travailler. Vous voyez, à ce moment-là, il n'y aura plus cette demande d'autorisation où l'homme doit bloquer. C'est à ce moment-là, comme j'avais dit au départ, tout se règle avant le mariage, pas après le mariage. Et souvent, aujourd'hui, nos enfants, moi-même, j'étais aussi jeune, quand on est amoureux, amoureuse, on oublie tout. Mais c'est quand les problèmes commencent, et par moment, il y a même certains couples qui perdent leur contrat de mariage. Et quand vous lui demandez, « Ah, je ne sais même pas si j'avais pris ça. » Et il faut très bien souvent le lire, parce que souvent je vois, ils mettent l'accent seulement sur le régime de communauté ou de séparation, le régime matrimonial, alors qu'il doit mettre l'accent sur certains codes. Et le code a été révisé. Moi, je propose à l'État de demander aux officiers d'état civil d'ajouter quelques articles importants dans le contrat de mariage. À ce moment-là, à chaque fois qu'il y aura un problème, la personne va aller lire. Parce que pendant le mariage, j'observe souvent le marié. Il n'écoute pas. Vous voyez, madame arrange sa robe, il regarde la montre, il attend la fête, son esprit n'est pas là. Et c'est comme ça que si les officiers sont très bien formés et ils parlent très bien, parce que là, vraiment, souvent, vous avez un officier d'état civil qui s'élève le mariage et il dit des choses par moment. Nous, on est derrière, on se dit, mais non, mais c'est pas comme ça qu'il devait interpréter. Donc voilà, là, vraiment, je dois mettre l'accent sur la formation des officiers d'état civil, sur la mise à jour de contrats de mariage, et aussi appeler les couples avant le mariage pour qu'ils lisent. Parce qu'en général, les couples découvrent le contrat le jour du mariage. On dit signer là, signer ici. Et j'observe, est-ce que cette personne a eu le temps de lire son contrat de mariage? Là, comme ils ont besoin d'être mariés, ils signent. Mais après, ils se rendent compte que c'est trop tard. Donc voilà ce que je peux dire à ces propos. Voilà, vous avez compris l'essentiel du message de Mme Moukeni. Et nous disons qu'il est temps que l'État s'implique dans tout ce que nous disons, dans toutes les plaidoyers, parce qu'aujourd'hui, les bourgmestres, l'officier du ministère public devraient inclure dans les contrats du mariage, avant que le marié puisse signer. En tout cas, c'est vraiment un plaidoyer que nous mettons en place.
Avant de signer l'acte de mariage, il faudra insérer cet article, cette loi modifiée de Code des familles qui donne la suppression de l'autorisation maritale pour la femme mariée qui devrait nécessairement travailler ou créer son entreprise sans pour autant avoir besoin de l'autorisation maritale. Et les époux doivent comprendre ça en amont, avant de s'engager, pour que l'ambiance règne vraiment dans le foyer et le respect de ses droits, parce qu'il y a pas mal de femmes qui sont victimes aujourd'hui, qui autrefois étaient appuyées par leur mari, mais après avoir été épanouies ou propulsées par certaines structures, les maris sont devenus le premier concurrent de toutes ces femmes. Alors il est temps que l'État protège ces femmes parce que la loi protège les femmes entrepreneurs grâce justement à la modification de cette loi de code de la famille, code de la famille qui dit la suppression de l'autorisation maritale. Prenons la troisième personne. Il s'agit de Madame Jeanine Mabunda, qui est députée nationale de la République démocratique du Congo. Elle fut également la présidente de la Chambre haute du Parlement, l'Assemblée nationale. Elle fut également ministre de portefeuille en République démocratique du Congo. Cette femme battante, entrepreneur, nous a expliqué combien les femmes congolaises sont fortes. Les femmes entrepreneurs doivent continuer leur lutte, c'est-à-dire travailler pour le bien de la population, accroître l'économie du pays à travers leurs activités. Alors il est temps que toutes ces femmes qui sont jusque-là dans le formel quittent ces stades. Formalisez vos activités, c'est important. C'est le message de Jeanine Mabunda. Suivez. Parler de l'entrepreneuriat, ça commence déjà par dire c'est quoi l'entrepreneuriat, parce que ici quand on dit aux gens que quelqu'un est entrepreneur, ça se réduit à ça la kaba affaire naïe. Et donc c'est jamais perçu comme quelque chose de positif. Donc le premier problème, c'est de bien définir c'est quoi l'entrepreneuriat, à quoi ça sert et qui est entrepreneur et quel est l'impact. Donc je pense que c'est ça qui est important, c'est de changer d'abord la culture sur l'homme ou la femme d'affaires. C'est plus dire « ah ça la kaba affaire naïe »,« oh hasard débrouillard », mais c'est dire c'est quelqu'un qui contribue à donner de l'emploi et des richesses en ayant un projet d'affaires qu'il développe lui-même sans les fonds de l'État ou sans être dans une fonction salariée dépendant lui-même d'un employeur. Ce n'est pas quelqu'un qui est employé, c'est quelqu'un qui emploie en développant un projet d'affaires, un projet d'investissement qui est le sien, qui est sa vision. Donc c'est déjà ça l'entrepreneuriat. Alors en quoi c'est intéressant pour la RDC? C'est intéressant pour la RDC parce que en réalité aujourd'hui en RDC comme en Afrique, il se pose le problème de la disponibilité d'emploi, l'accès à l'emploi pour les jeunes, l'intégration professionnelle des jeunes et des jeunes femmes dans le milieu de l'emploi. Et donc, autant peut-être dans les années 70, il y avait peu d'universitaires et beaucoup d'opportunités d'emploi. Tout le monde allait à la fonction publique, éventuellement dans des fonctions politiques, et les gens étaient employés dans les années 70. Avec l'augmentation des étudiants, du nombre d'étudiants qui finissent chaque année en Afrique, par exemple, on a en Afrique 12 millions de gens qui terminent avec un diplôme chaque année. Et donc, il faut occuper 12 millions de gens qui ont moins de 30 ans en Afrique. Et certainement, un des chiffres importants est la part que la RDC représente dans ces 12 millions de jeunes à la recherche d'un emploi. C'est pour ça que l'entrepreneuriat est vécu comme une piste, une solution, parce qu'au lieu d'attendre que quelqu'un vienne vous offrir un emploi, au lieu de courir derrière les gens pour aller chercher un emploi, vous créez votre propre emploi, et ce qu'on appelle l'auto-emploi par l'entrepreneuriat. Voilà. Si je veux vous parler de l'entrepreneuriat, de la Fondation Briser le silence, le lien entre les deux est lequel? Dans les différents parcours, les différentes occupations professionnelles que j'ai eues, je me suis chaque fois rendu compte qu'il se posait des problèmes sociaux. Des problèmes sociaux qui ne sont pas toujours évoqués au niveau du politique,
parce que le politique a sa logique, on peut être député, mais le temps qu'une loi passe, ça prend beaucoup de temps. Le temps qu'elle soit connue aussi par la population, c'est assez rare. Il y a peu de Congolais qui connaissent nos lois et encore moins les lois qui leur sont utiles. Et donc, par rapport à ces différentes expériences passées que j'ai eues, j'ai considéré que c'était un privilège de pouvoir faire le tour du Congo, de rencontrer les Congolais et les Congolaises, où qu'ils soient dans les provinces. Mais il y avait toujours un problème qui revenait, c'était la précarité, la pauvreté, le manque d'opportunités, le manque de chance pour les personnes de la nouvelle génération, et particulièrement les femmes et les jeunes filles. Et donc on a créé cette fondation Briser le silence pour continuer à garder en fait l'expérience, les valeurs, les informations que nous avons appris des Congolais eux-mêmes, pour essayer juste de ne pas écouter et puis on dit on passe au malheur suivant, mais de dire je ne peux pas faire grand-chose, mais sur base de toutes ces préoccupations, ces problèmes qui m'ont été évoqués par des gens moins privilégiés que nous, surtout que 80% vivent à l'intérieur du pays dans des conditions très précaires, eh bien Fondation Briser le silence aide par des initiatives plutôt sociales en faveur de certaines populations. Et les populations que nous on cible, c'est la femme, la santé de la femme, le bien-être ou le mieux-être de la femme congolaise et celui de ses enfants. Ensuite, c'est la jeune fille parce que c'est elle qui constitue le monde de demain et on dit éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Et donc Fondation Briser le silence a quelques piliers qui sont, comme je l'ai dit, la femme, l'aide à la jeune fille, mais aussi briser les barrières qui font qu'elles n'aillent pas plus loin ou qu'elles ont moins de chances que le jeune garçon ou les hommes. Et donc ça, c'est notamment par des ateliers de renforcement de capacité, des formations courtes sur le leadership, et puis aussi, c'est leur donner l'accès à des plateformes de microcrédit pour permettre qu'elles soient leurs propres patrons ou qu'elles créent leurs propres emplois au travers de l'entrepreneuriat. Alors moi, je vais le dire en deux langues, en français comme en lingala. Malheureusement, je ne parle pas swahili ni chiluba, ni kikongo, sinon je l'aurais fait aussi parce qu'on s'adresse plutôt, pour moi, ce qui est plus important, c'est les gens qui sont à l'intérieur du pays parce qu'ils ont beaucoup de difficultés et souvent à Kinshasa, on est un peu distrait. On a l'impression que Kinshasa est le reflet de tout le Congo. Or, il y a 80% de personnes qui vivent difficilement dans l'arrière-pays. Et donc le conseil que je donnerais aux jeunes femmes, d'abord c'est d'oser, d'avoir la capacité d'oser, que personne ne leur dise tu ne peux pas être pilote de ligne. Aujourd'hui on a vu qu'il y a des femmes qui peuvent être pilotes de ligne. Tu ne peux pas être Premier ministre, président d'Assemblée nationale. Aujourd'hui on a vu que c'était possible. Tu ne peux pas être général à l'armée, il y a des femmes générales. Et ainsi de suite. Et donc, oser, c'est très important. Et oser, ce n'est pas que pour des postes publics, politiques, où on vous désigne ou bien vous êtes dans une compétition politique, c'est aussi pour la vie de tous les jours. C'est oser se dire, voilà, j'ai des obstacles, je viens d'un milieu défavorisé ou pauvre, comme d'ailleurs la plupart des ménages congolais au départ, personne n'a eu des parents riches, moi non plus, mais je vais oser sortir de chez moi, je vais oser aller vers les autres, je vais oser aller vers une formation, je vais oser aller vers mon propre projet d'emploi pour faire de ma vie quelque chose. C'est déjà un conseil. De deux, je pense qu'on a droit à tout. Il y a certaines personnes qui croient que quand on est une femme, eh bien, il faut renoncer à étudier, il faut renoncer à travailler, parce que sinon, on ne sera pas marié, on n'aura pas une famille. Je pense qu'aujourd'hui, en 2022, les Congolaises ont le droit d'avoir les deux et de pouvoir gagner leur vie pour pouvoir participer d'ailleurs au projet de famille, au projet de ménage et de pouvoir aussi élever leur famille. Donc, oser, c'est très important. La deuxième chose, là aussi, je pense qu'on peut aider la jeune femme, la jeune fille congolaise à devenir un entrepreneur, mais je pense aussi que nous devons, comme femmes, faire notre autocritique. Combien de filles ne disent pas qu'elles n'attendent que celui qui passera en rue avec un chèque auquel elle va se greffer et donc chercher des sponsors. Je pense que
vivre sur le dos des autres sans travailler, ce n'est pas une bonne chose. Et donc il faut oser et il faut travailler. Et il faut travailler dignement avec de l'éthique, sans promotion canapé, sans avantages qui sont issus de fréquentations un petit peu légères avec des hommes mariés ou pas. Et ça, quand même, il faut que ça change en RDC parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas toujours des bonnes ambassadrices de la cause de la femme. Si nous voulons le respect des autres, si nous voulons le respect des hommes et des femmes pour qu'ils nous accompagnent dans nos projets, pour que nous nous élevions, il faut que nous le fassions avec des règles d'éthique qui soient correctes. Et donc, oser travailler avec de l'éthique et certainement aussi, probablement, s'entourer, être dans des réseaux, chercher à être en équipe, parce que souvent, nous avons un état d'esprit de quand on est quelque part où qu'on réussit, on dit non, moi c'est moi qui dois être là, même 10 ans, même 20 ans, même 30 ans, on ne regarde pas derrière et à côté, on voit tout le monde comme des concurrents. Et je pense que là, travailler en équipe, c'est important aussi. Donc, oser travailler avec éthique, travailler en équipe et alors formaliser. C'est-à-dire, il y a des femmes qui font des choses extraordinaires. J'en ai rencontré beaucoup dans l'arrière-pays congolais, à Kinshasa aussi, mais c'est encore plus frappant quand vous arrivez dans une ville où il n'y a pas beaucoup de courant, où il n'y a pas beaucoup de routes, mais que quelqu'un vous dit qu'elle a sa propre entreprise de vente de pagnes qui viennent de Chine et elle fait ses 2 containers par mois. Personne ne la connaît, mais elle génère un cash important. Et donc, elle n'est pas connue parce qu'elle ne cherche pas la visibilité, on se cache un peu. L'État taxe. Non, il faut formaliser être visible, parce que quand on formalise et qu'on est visible, eh bien, vous pouvez être mieux aidé, parce que les gens ont l'information que vous existez. Donc, ce seraient les conseils que je pourrais donner sobrement, en restant humble, parce que le parcours, il est personnel. Mais ce parcours-là, c'est un résultat d'un travail, de la discipline et de l'éthique. C'est quand même très important. Ngari d'abord na coupé ça loku mpe longo nya na ba mama nyoso ya Congo parce que ba tele makatongo nyoso pona kokende ko luka mwa eloko po basunga bana. Et bazo pesa loboko côté à papa po libota etambola et poussa na liboso. Donc na wana déjà to pesa bango loku po eza facilité. Un biso nyoso to vivaka na bambo songe ya lipota ya mama donc to yebi mozindo wana. Yami balé na koloba quand même que pour na bilenge à sika génération à sika, il faut pas baloka vie à lombangu na ba comportement ya mabe. Il faut pas kanisa que il faut na landa garçon to papa tel yé apé sanga mbongo to entre guillemets ndenge balobaka na china ye na zo mbongo na même mananda ku non. Étape wana ese sila. Congo ya sika il faut biso tout au téléma. Toza 52% ya ba mama. Imaginez ce que ba maman nyoso bazo pesa loboko na ba papa, Congo eko telema na modèle mosusu. Donc il faut ba maman déjà ba telema. Yami balé ba bangate ba zonga simate parce que tant mosusu oza na bobangi, oza na moi timidité et yangwana ezo sala ke ozo banga ko kende liboso ko luka ko tuna oyeba po yo moko pe osala oya yo projet. Donc ba zonga simate ba bangate. Qu'est-ce qu'il faut pour formaliser ces activités? Maître Bibi Kisolokele, directrice générale adjointe de Guichet Unique Création d'entreprise, nous en parle. Je pense comme c'est une procédure administrative, il faut des éléments pour pouvoir créer son entreprise. Mais cela dépend de la forme de l'entreprise que l'on veut créer. Si vous voulez créer une personne physique, il y a des éléments ou des documents obligatoires à présenter. Et si vous créez une société ou une personne morale, il y a également des différents documents à présenter auprès des services du guichet unique de création d'entreprise pour qu'on puisse étudier votre dossier pour pouvoir également créer votre entreprise. Ces différents éléments, si il faut analyser pour un entrepreneur qui veut créer une personne physique, qu'on appelle communément établissement, il lui faut présenter sa carte d'identité, il faut en plus présenter un extrait du casier judiciaire. Mais comme la loi OHADA le prévoit, le requérant ou l'entrepreneur a 75 jours
pour produire cet extrait du casier judiciaire après qu'on lui ait délivré son registre de commerce et de crédit immobilier. En plus de ça, il doit présenter également un contrat de bail de l'endroit où il va exercer ses activités génératrices de revenus. Et c'est dans ce cadre-là que, après avoir déposé tous ces éléments, si nous analysons les services du guichet unique de création d'entreprise, analysent ces documents, analysent son dossier et se rend compte que tout est conforme et tout est complet, alors à ce moment-là, nous lui délivrons différents documents qui lui permettront d'exercer ses activités génératrices de revenus dans les meilleures conditions. Par contre, pour une personne morale ou société, le requérant ou l'entrepreneur doit déposer ses statuts, les statuts en version papier et en version électronique. 4 exemplaires signés par les différents associés. Il doit également produire la carte d'identité du gérant, le spécimen de signature du gérant, également présenter une déclaration de souscription et de libération du capital social. Comme pour la première forme d'entreprise, après dépôt, les services du GUS analysent le dossier et si le dossier est complet et conforme, nous lui délivrons tous les documents qui lui permettront également de pouvoir exercer ses activités. La création d'une personne physique, le coût est de l'équivalent en francs congolais de 30 $ américains, plus les frais bancaires. Et pour une société, c'est l'équivalent en francs congolais de 80 $ américains, plus frais bancaires. Donc, le gouvernement de la République démocratique du Congo a vraiment fait un effort considérable pour réduire considérablement ou de réduire sensiblement le coût de création d'entreprises. Et cela permet à tous les entrepreneurs de pouvoir créer leurs entreprises à ce prix qui sont sensiblement réduits. Pour l'historique, le guichet unique de création d'entreprise a été créé dans le but de pouvoir faciliter la création d'entreprises. Cela est parti d'un constat qui montre que la création d'entreprise était vraiment très difficile. On a l'habitude de dire que ça constitue même un parcours de combattant. Il fallait, d'après le rapport Doing Business de la Banque mondiale de 2003, il fallait au moins 3 000 $ pour pouvoir créer son entreprise. Et il fallait contacter près de 13 administrations différentes, à un coût qui était, comme je vous l'ai dit, très élevé. Et pendant à peu près, il fallait prendre à peu près 5 à 6 mois pour pouvoir créer son entreprise. Et fort de ce constat, le gouvernement de la République a pris la réforme de la création du guichet unique de création d'entreprise pour pouvoir permettre à tous les entrepreneurs de pouvoir créer leur entreprise à moindre coût et dans un bref délai. Et en plus, en centralisant toutes les procédures au sein du guichet unique de création d'entreprise. Ce qui fait que quand vous venez au guichet unique de création d'entreprise, vous déposez votre dossier. Le guichet unique est le seul interface qu'il y a entre l'opérateur économique et l'administration. Ça veut dire que après avoir traité votre dossier, au sortir du guichet unique, vous avez tous les documents qui vous permettent de pouvoir exercer vos activités. Ça veut dire que vous avez le numéro du registre de commerce et du crédit immobilier, vous avez les actes notariés pour les sociétés, vous avez également le numéro d'identification nationale, vous avez le numéro impôt, vous avez le numéro de la sécurité sociale, de la Caisse nationale de sécurité sociale, le numéro de l'immatriculation de l'Institut national de préparation professionnelle, l'INPP. Vous avez également le numéro de l'Office national de l'emploi. Et en plus, vous avez également un accusé de réception du service de l'environnement. Donc tous ces éléments-là, tous ces documents-là, vous les avez au sein du guichet unique de création d'entreprise. Un gain de temps, un gain d'énergie, un gain d'argent. Les autres, il n'y a pas d'autres frais à part les 30 $ que je vous ai dit pour une entreprise, une société, une personne physique qui est créée, ou 80 $ pour une société ou une personne morale qui est créée. Je sens vraiment une pique qui est lancée au guichet unique de création d'entreprise et je dois y répondre parce que certains se plaignent qu'ils payent plus que les 30 $ qui leur sont demandés. Mais je pense que nous sommes dans une réforme et nous sommes également dans une dynamique que le chef de l'État a mis en place, qui est la lutte contre la corruption.
Quand vous venez au guichet unique de création d'entreprise, tout entrepreneur, c'est un homme d'affaires, c'est une femme d'affaires qui connaît la valeur ne fût-ce que d'un franc congolais. On ne peut pas vous demander de payer plus que ce qui est prévu par la loi, plus que ce qui est prévu par les textes réglementaires. Si quelqu'un vous demande de payer plus, vous devez le signaler auprès des autorités du guichet unique de création d'entreprise qui prendront les décisions qui s'imposent. Donc moi, je demande plutôt à ceux qui disent qu'ils payent plus qu'il n'est nécessaire, je leur demande plutôt de ne pas participer à cette corruption. Parce que quand vous donnez plus, vous corrompez, vous êtes également le corrupteur. Donc il faut vraiment faire très attention. Nous sommes là, le directeur général et moi, le directeur général adjoint, pour vous accompagner, pour vous aider avec notre staff. Si nous travaillons, nous avons des collaborateurs qui sont des hommes, qui sont des femmes, ils peuvent avoir une faiblesse, mais je pense que nous tous, nous sommes ensemble pour pouvoir faire que le service du guichet unique soit un service performant et qui réponde aux attentes du gouvernement. Donc, aidez-nous. Si vous sentez qu'il y a une faiblesse, venez nous voir. Nous allons vous accompagner pour réduire de manière drastique toutes ces manœuvres frauduleuses, parce qu'on est vraiment en lutte contre tout cela. Le but du guichet unique également, l'objectif du guichet unique, c'était également d'offrir à la population une administration saine. On a dit une administration saine, c'est qui est avec des vertus. Et les plus grandes vertus, c'est l'honnêteté, la sincérité et le respect des textes. Donc, je prends en compte ce que vous dites, mais en tant que manager, on le vit au quotidien. Ça veut dire qu'on prend des décisions drastiques quand nous sommes confrontés à de telles situations. Mais je peux dire de manière également, pour soutenir également mon staff, pour dire que ce n'est pas toujours vrai. Parce qu'on est parfois face à des situations où ce n'est pas nécessairement des agents du GUS qui prennent de l'argent, c'est peut-être des gens qui se font passer pour des agents du GUS. Donc il y a ça qu'il faut également voir. Mais au-delà de ça, nous devons ensemble, les opérateurs économiques, nous le guichet unique, nous mettre ensemble pour pouvoir combattre ce mal qui est en train de détruire notre pays. C'en est fini pour ces numéros des plateaux spéciaux de Kinshasa. C'était la campagne de dissémination des textes et des lois favorables à l'entrepreneuriat féminin. Cette campagne qui est des programmes d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises mises en œuvre par ONIFAM et grâce à son bailleur de fonds qui est la Banque mondiale. C'en est fini en tout cas pour ce soir. Mesdames et messieurs, vous avez compris, il y a un problème sérieux d'information, il y a un problème sérieux de formation. Il est grand temps pour que cette femme entrepreneur soit informée des différentes lois qui promouvent l'entrepreneuriat féminin et aussi des différentes lois qui font à ce que ces femmes puissent être sécurisées, elles, non seulement elles, mais aussi leurs activités. Vous avez compris également qu'il y a un problème de formation. Cette femme qui est éduquée, cette femme qui est formée, elle saura protéger ses activités, elle saura enregistrer ses activités au guichet unique création d'entreprise pour sécuriser ses affaires. Et cette femme a besoin de l'aide de l'État. Il est temps que l'État fasse son travail, sensibilise au niveau du ministère public, sensibilise au niveau des écoles. Il faut qu'il y ait des informations, des formations sur l'entrepreneuriat féminin et surtout sur les lois qui promouvent l'entrepreneuriat féminin. C'en est fini en tout cas. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à nous contacter aux numéros qui sont affichés à bas de vos petits écrans pour plus de détails avec ONIFAM. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Au revoir.